Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. C'est le premier bloc, votre rendez-vous hockeyistique du lundi, 18h, 20h, 22h. Beaucoup de rediffusions comme vous le désirez, soit sur notre site internet planethockey.com, soit sur notre chaîne YouTube. Comme d'habitude, nous sommes avec Laurent Perroton. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Bonsoir Christian Ponty. Bonsoir Lucas. Alors avec ces deux messieurs, nous parlerons beaucoup évidemment championnat du monde de hockey sur glace avec une équipe de Suisse que je juge actuellement stratosphérique. Vous allez peut-être mettre quelques bémols d'ici quelques minutes. Et puis, nous avons un invité, on vous l'a annoncé la semaine passée. Ça nous fait particulièrement plaisir de recevoir Philippe Rigamonti. Bonsoir Philippe Rigamonti. Bonsoir. Alors, vous avez fait un petit peu l'actualité, on va dire un peu malgré vous, ces derniers jours. Effectivement. La semaine passée, on a comme un accord en quittant Genève Servette. Voilà, il faut donc préciser que Philippe Rigamonti, pour tous ceux qui ne le connaîtraient pas vraiment encore dans le milieu du hockey sur glace, il ne doit pas y en avoir beaucoup, était donc notamment directeur commercial. Enfin, vous nous raconterez un petit peu ça tout à l'heure. Depuis des années que vous fréquentez Genève Servette, vous étiez devenu un pilier du club qui a donc décidé de s'en passer. Ça méritera peut-être quelques explications, mais on le sait également, lorsqu'il y a des divorces, entre guillemets, on ne peut pas toujours s'exprimer tout à fait librement, ce qu'on comprend parfaitement. Mais par contre, vous avez sans doute beaucoup de choses à nous raconter sur cette équipe de Genève Servette qui finalement vous a fait quand même un beau cadeau pour votre départ, à savoir ce titre de champion de Suisse. Messieurs, les rubriques habituelles, je pense, Laurent Perroton, vos casques, quelques news. Oui, les casques, évidemment, retour sur le championnat du monde. On aura un bon moment avec Philippe pour parler, j'ai pas mal de questions. Je pense que Christian aussi. Et puis les questions des auditeurs. Donc tout ça lié pour arriver à faire une belle émission encore pour la 69e. Bah oui, voilà, la 69e émission toujours très particulière. On va voir les choses en profondeur, comme on dit certains. Bref. C'est d'ailleurs l'année de naissance de notre invité. Ben voilà, en plus. Exactement. Et les départements de naissance de moi, je suis né à Lyon, donc du coup 69, c'est un chiffre important aussi. Les grands esprits. Vous allez m'en trouver d'autres encore comme ça, ou on peut continuer normalement. Bon, Christian Ponty, profitons. On n'est pas à 69 ans d'attente du côté des Remparts de Québec pour ce nouveau titre dans le circuit Gilles Courteau. 47 ans, c'est quand même pas mal, Ouais, c'est beaucoup, mais après, c'est une étape, parce que cette équipe, elle est faite pour aller à la Coupe Mémoriale, normalement. Et puis, c'est peut-être aussi un peu comme à Genève pour Monsieur Rigamonti, c'est-à-dire la fin d'un cycle, parce que je ne sais pas si vous avez vu que Patrick Roy est annoncé un peu partout en NHL. Donc, ça serait un beau cadeau pour lui s'il pouvait gagner la Mémoriale. Puis surtout, par rapport aussi au fait que ça serait un beau message pour la NHL, qu'ils gagnent la Mémoriale. Bon, ça sera pas à Québec, mais en tout cas, ils ont gagné devant leurs partisans, dont 18 personnes. C'est vraiment fantastique pour eux. Ouais. On parle beaucoup de la Ligue hockey junior majeur grâce à Rochette et à Tilio Biasca. Et puis on va quand même relever aussi le titre cette nuit en Ontario Hockey League pour Zanetti, Brian Zanetti, qui lui aussi est un Suisse, qui a fait parler de lui dans les mineurs et qui va peut-être d'ailleurs redébarquer. Je ne sais pas, peut-être que Laurent a des informations à ce sujet-là, va peut-être redébarquer en Suisse prochainement. En tout cas, les jeunes qui sont en Ontario Hockey League, qui sont en Ligue de hockey junior majeur, un peu à l'exemple de Théo Rochette, qui est censé arriver à Lausanne, ont sans doute le niveau maintenant pour évoluer dans notre élite. Oui, et puis ça dépend évidemment du profil, mais il y a 4 clubs, selon mes échos, qui sont intéressés par ce joueur, donc intéressant à suivre. Et puis c'est encore très très bien qu'il y ait des jeunes Suisses qui s'expriment à l'international pour montrer un peu la qualité de la formation du hockey en Suisse. Bien, Philippe Rigamonti, je ne sais pas si vous connaissez notre émission, si vous l'écoutez, vous savez que nous attribuons chaque semaine des casques d'or et des casques de plomb.
Je ne sais pas si vous y avez un petit peu réfléchi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué, peut-être d'abord positivement, donc ce qui mériterait un casque d'or ces derniers jours ou ces dernières semaines au sein du hockey suisse ou ailleurs, en fait, quelque chose qui a retenu votre attention positivement? Alors, casque d'or, je dirais Genève Servette, étant donné qu'il y a quelques semaines en arrière, ce club c'est historique, était pour la première fois vice-champion suisse, étant donné que, comme je l'avais dit dans plusieurs reportages, on a toujours été le poulie d'or au vélo, on a été toujours vice-champion suisse, on a eu 2 coupes suisses, mais voilà, ce titre est historique et entièrement mérité pour Genève, donc le casque d'or à Genève Servette. Le casque d'or de Laurent Perroton cette semaine. Je vais pas faire compliqué, mais à Bouli, Andreas Ambul, pour son record de sélection et de points marqués avec l'équipe de Suisse. Outre sa longue et brillante carrière, il est encore plus impressionnant quand on connaît son âge. Moi, hier soir, il m'a vraiment bluffé. Aux côtés de Malguin et de Fiala, il a été intelligent, intense, altruiste et surtout buteur. Il a participé grandement à la victoire qui permet à l'équipe de Suisse de finir sur premier de son groupe. Donc, malgré son âge, j'ai beaucoup aimé finalement la redistribution des cartes, son rôle dans le powerplay, on y reviendra après, son rôle dans le jeu à 5 contre 5 et la confiance que lui donne le coach. Et je trouve que, en fait, finalement, sa vitesse a toujours été un atout. Il en a perdu un petit peu au fur et à mesure des ans, mais il s'est bonifié dans l'intelligence de jeu, dans le placement, notamment sur le goal, sur la déviation, où il laisse aspirer le défenseur et il se décale pour avoir une magnifique déviation. Donc vraiment, il se bonifie avec l'âge et il m'impressionne de jour en jour. Bon, on va pas faire de mystère. Hein. C'était également mon casque d'or exactement pour les mêmes raisons. Donc on va partir directement chez Christian Ponty. Oui, alors moi j'avais pris un bus parce que je m'imaginais bien qu'on dirait tous en bulle, ce qui est mérité d'ailleurs. Après, je suis pas tout à fait d'accord avec Laurent, c'est que je trouve qu'il a toujours beaucoup de vitesse. Demander à Tanner Richard, il aimerait bien voir son skate. Et surtout, il est rapide aussi, pas seulement en ligne droite, vraiment il va vite dans ses pivots et tout. Enfin, pour moi, il est incroyable. Mais bref, non. Alors moi, mon casque d'or, il revient à Patrick Fischer pour l'intelligence de ses choix, le courage de ses choix, son body language, notamment dans les moments chauds, il s'énerve jamais, sa communication, son humilité. J'ai regardé les interviews après le match sur la TSI et en fait, le journaliste lui a demandé si le lendemain, si le jour d'après le match, ils allaient s'entraîner, ils allaient notamment entraîner les powerplay. Il s'est marré, il a dit non, journée libre. Je veux dire, c'est quelqu'un qui fait une gestion intéressante de joueurs qui sont quand même aussi des divas et des stars, pour certains. Et puis, je trouve que, alors évidemment, que tout réussit, c'est facile de dire ça, mais moi, il me fait un peu penser à Tormainen par moment, en ce moment, dans ses choix, il ne se trompe pas. Et puis, je trouve qu'il a une gestion vraiment intelligente et moderne. J'aime ça. Voilà, c'était donc le casque d'or de Christian Ponty. On va enchaîner avec le casque de plomb. Honneur à notre invité aujourd'hui, Philippe Rigamonti. Ne me dites pas Genève Servette. Pas du tout, je dirais, comme tout le monde, comme aujourd'hui, il y a eu 5 matchs de suspension pour le joueur canadien Veleno, pardon. Donc voilà, je trouve ça un geste inadmissible. Voilà, donc sanctionné lourdement ou pas, j'en sais rien. Le spécialiste qui est Laurent, peut-être pourra dire, mais pour moi, c'est inadmissible. Donc, casse de plomb pour le joueur canadien. Oui, c'était aussi le mien. Encore une fois, pas de surprise, hein, Laurent Perroton, le vote. Moi, j'ai le même, mais oui. J'ai le même, mais je voudrais revenir sur quand même certaines choses par rapport à ça. C'est-à-dire que on a mis le casque de plomb à Joe Veleno. Il y a 5 matchs de suspension pour attribués à ce joueur par l'IHF. Mais surtout, moi ce qui m'a dérangé, c'est un petit peu l'après. C'est-à-dire les déclarations. Je cite Doug Armstrong, général manager de Team Canada. Je cite ce qu'il dit: accepter et soutenir la décision de l'IHF. Point à la ligne. Donc ça, je trouve que c'est un peu léger. Et surtout, en ce qui concerne Joe Veleno, parce que pour moi, son geste, c'est une tentative de blessure. Parce qu'il peut lui casser la cheville, il peut lui casser un ligament et surtout le couper avec sa lame de patin. C'est une vraie agression avec une arme. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est extrêmement grave.
Et je m'attendais à un mea culpa en disant voilà, j'ai pété les plombs, j'ai pris un cross-check, j'ai perdu les pédales. Voilà ce qui s'est passé et qui nous explique un peu. Il s'est excusé à la fin du match. Il s'est excusé auprès de Niederreiter à la fin du match. Ouais, non, mais ça ok, mais publiquement, par rapport aux enfants, par rapport à notre sport, voilà ce qu'il a déclaré. J'ai été informé de la suspension de 5 matchs imposés par l'IEHF pour mes actions lors de mon match contre la Suisse. J'accepte les sanctions de l'IEHF et m'excuse de mes actions. Non, mais on rigole là. J'espère qu'on rigole là. Parce que là, ce qu'il a fait là, j'avais jamais vu ça. C'est vraiment sale. Utiliser la lame de ton patin pour blesser un joueur, je crois qu'il n'y a pas pire. Donc, ce qu'il a là, je suis désolé, mais le manager général de Team Canada et le joueur concerné, ils ont encore, non seulement la suspension est méritée, mais en plus, leur déclaration, ils mériteraient encore plus. Voilà mon avis. Question pour Tim. Oui, alors, bon, déjà, en fait, c'est ce qui résume, il s'est comporté comme un voyou. Déjà, ça, c'est une chose. Et moi, alors, ce que je vais dire aussi, ce que j'ai pas aimé, c'est que dans le feu de l'action, dans la continuité, après, ils vont encore chercher Niederreiter. Et ça, alors, c'est inadmissible parce que déjà, il doit se rendre compte qu'il a fait une grosse gaffe. Et puis, l'autre chose, moi, j'ai vu, alors, sur tous les sites canadiens, il se fait démonter. Ah ouais, ça, c'est clair. Je veux dire, il y a pas de place pour ce genre de truc. Et puis, j'avoue que moi, je trouve que c'est un peu faible, comme il dit, le staff Team Canada, ils doivent dire quelque chose. Et puis, en plus, ben voilà, j'ai aussi bien aimé l'explication de Niederreiter. Il a dit, mais le gars, je le connais même pas, j'ai rien compris. Le gars, il a pété les shots. Et ça, sérieusement, moi, en NHL, il y a eu un geste un peu similaire. Il y a eu 30 matchs de suspension. Donc, c'est juste pour dire qu'il s'en sort hyper bien. Et moi, je trouve presque dommage qu'il n'y ait pas de sanction plus loin en NHL, parce que ça, tu peux pas laisser passer, quoi. Cette suspension de 5 matchs, bon d'accord, ça peut inclure le championnat du monde actuel, mais finalement, son avenir, de toute façon, en tant qu'international, il est en pointillé parce qu'il sera peut-être pas dans la sélection l'année prochaine. Enfin, il s'en fiche un peu, quoi. Justement, c'est là où je veux en venir. Maintenant, pour conclure sur le sujet, j'aurais aimé que le manager général de Team Canada annonce une suspension en interne. C'est-à-dire que voilà, pendant tant de mois ou tant d'années, il ne sera plus sélectionnable dans l'équipe du Canada. Il représente notre pays. Il a mis notre pays à mal. Et voilà, on va le sanctionner pendant une période X ou Y. Et c'est là-dessus où ces responsables des fédérations ont des choses à dire à des moments donnés très importants. Et là, ça n'a pas été fait. Ouais. Je peux vous poser quand même une question dérangeante, messieurs. Supposons, mais ça reste de la supposition, mais supposons que ce soit Niederreiter qui ait donné le coup de patin à Veleno. Comment est-ce que vous pensez que la fédération suisse réagirait? Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Moi, je te réponds. Moi, je pense pas. C'est pas un gars comme ça. Je pense pas que ce type de joueur fasse ce genre de choses. Ouais, si un joueur suisse, peu importe le joueur. Veleno, il n'est pas considéré comme un joueur dangereux, comme un joueur. Voilà, c'est sa première tâche. Hein. Oui, mais c'est un joueur robuste, mais c'est pas un joueur salaud, vicieux. Non, mais bien sûr, Philippe. Mais là, c'est un geste vraiment hors norme. C'est un truc. Oui, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, si c'était un joueur suisse qui avait fait ça, il faudrait avoir le même discours. Il faudrait que les gens de la fédération le suspendent en interne au niveau juste pour l'image du sport et l'image du pays. Ça, c'est très important. Ouais. Moi, j'ai juste pour dire, Laurent, quand tu dis jamais vu ça, au Canada, ils ont comparé ça avec l'agression de Todd Bertuzzi, qui était vraiment sale, vraiment pas beau. C'était un geste qui avait rien à voir. C'est parti au pénal. Enfin, voilà, c'est vraiment un de ces actes qui sort du lot, quoi. Donc, moi, je ne pense pas qu'à volontairement, il puisse y avoir un truc comme ça avec un gars comme Niederreiter. En tout cas, la discussion a bien été lancée par Philippe Rigamonti qui en avait fait son casque de plomb. C'est évidemment moi aussi mon casque de plomb. Joe Veleno, ça m'a rappelé encore 2-3 autres gestes effectivement aussi contre des joueurs suisses. Rappelez-vous ce qui s'était passé au championnat du monde à Berne avec Julien Struger qui s'était ramassé sa Xème commotion également. Je me souviens plus le nom du joueur américain, mais enfin toujours est-il que celui-ci n'avait sans doute pas été puni à la juste hauteur qu'il le fallait. Bien, Philippe Rigamonti. Oui. Moi, c'était pas mon casque de plomb. Pardon, Christian Ponty. Je savais que vous alliez dire ça. Non, moi, il y a un truc qui m'a choqué vraiment. Quand même. En fait, mon casque de plomb revient à la RTS. Et cette fois, je vais m'expliquer d'une manière détaillée parce que c'est scandaleux. Alors, déjà, il faut savoir une chose. Après le match contre les Canadiens, on a eu droit à l'hymne national.
et direct, on est passé sur autre chose. Il y avait du sport foot féminin. Mais le foot féminin, il l'a aussi donné en Suisse allemande, mais eux, ils ont comme des interviews et tout, etc., etc. Mais le pire, où on atteint le sommet, c'est le Suisse-Tchéquie. Donc, pas de plateau. Pendant les tiers, on a vu les goals des autres matchs. Fin du match, hymne national, on est parti directement en publicité, plus rien. J'ai switché sur la télévision suisse italienne. Donc, sur la RTSI, il y avait un plateau avec Bertaggia, d'Estonie, il y avait 3 consultants. Ensuite, après le match, 40 minutes d'interview. On a encore eu droit à la NHL Florida Caroline, les highlights. Sur la SFR, magazine du mondial, analyse avec Mark Reichert, analyse des autres groupes, 1 heure d'émission. Alors, moi, déjà, j'ai une pensée pour Steve Roth, Félicien Dubois et Brian Walker qui font un super job. Ils sont excellents. Et puis, alors, j'y viens. Alors, monsieur Lorenzi, il faut arrêter de dire que vous voulez le hockey parce que vous le maltraitez. En tant qu'auditeur, auditeur roman, c'est scandaleux. On n'a pas eu de plateau, on n'a rien. Il n'y a même pas les. Moi, Brian Walker qui fait un super job, il n'a pas pu faire ses interviews. Il faut arrêter avec les excuses. On est le même pays, on a les mêmes droits. Et regardez ce que les Tessinois en font et regardez ce que les Suisses allemands font. C'est lamentable. Et je trouve qu'en tant qu'auditeur qui aime le hockey en Suisse romande, oser aller dire qu'il se réjouit et qu'on va récupérer les droits du hockey, si c'est pour en faire ça, c'est pas la peine. Parce que ça, c'était. On a droit à tout. Hein. Je veux dire, on a eu une fois aussi à la Spengler, on a eu un dessin animé. Mais il n'y a pas de plateau, aucune analyse, rien du tout, pas d'interview. Brian Walker, il fait un super job. Mais les gars, on ne leur donne pas l'opportunité de faire leur job. Et puis, tout ça pourquoi ? Pour une émission qu'on aurait pu repousser d'une demi-heure. Mais quand je vois les moyens qui sont mis de l'autre côté, pour moi, c'est méprisant pour le hockey, c'est méprisant pour les auditeurs. Et je trouve ça. C'est un match en plus important pour les Tchèques, qui était un magnifique match pour le sport. Il n'aime pas le hockey, cette personne. Moi, je dis, au bout d'un moment, je pense que Lorenzi, c'est un excellent journaliste, mais ce n'est pas un bon chef des sports. Et je pense qu'un gars comme Marc-André Berset l'aurait très bien remplacé. Et aujourd'hui, je regrette amèrement qu'une personne comme lui soit partie et pas pris la place de ce monsieur qui, soi-disant, aime le sport. Philippe Rigamonti, maintenant que vous êtes un petit peu en dehors des sphères dirigeantes, enfin j'imagine que vous avez encore quelques liens avec Genève, en tout cas pour quelques mois, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain quand même la coupure. En tant que dirigeant d'un club comme Genève Servette, comment vous la voyez cette collaboration avec la SSR ou avec les télévisions régionales ou locales ou privées comme Blue ou bien comme MySports? En fait, vu que les RTS, comme disait Christian, n'a plus les droits du hockey parce qu'il y a MySport qui est dedans, c'est très important d'avoir toute cette relation avec les Monts Bleus et puis aussi Télé Ticino au Tessin pour le Tessin. Donc, c'est important parce que le hockey, pour moi, pas parce que j'ai joué et j'ai travaillé pour un club de hockey, mais le hockey, pour moi, le sport numéro 1 en Suisse. Si on regarde le taux de remplissage des patinoires, comparé au taux de remplissage des stades, alors bien évidemment, certains stades comme celui de la Praille est beaucoup plus grand, mais le taux de remplissage est bien plus élevé dans les patinoires que dans le hockey, que dans le foot, pardon. Ouais. Voilà, donc c'est dommage, comme l'a dit Christian, c'est dommage que les RTS soit pas plus impliqués ou n'a pas pu s'impliquer cette année au niveau de la Romandie et puis la RSI pareil au niveau du Tessin. Lorsque Massimo Lorenzi dit que finalement le hockey est perdant parce que plus personne ne regarde le hockey, d'après les chiffres qui sont évoqués et d'après votre sentiment, vous n'avez pas cette impression-là? Non, j'ai pas cette impression, mais je pense que la RTS aurait fait aussi du bien pour le hockey suisse, que les droits TV soient aussi, qu'il y ait un accord qui aurait pu être trouvé entre MySport et les RTS, la SSR, pardon. Je pense que c'est aussi important qu'on soit aussi sur les chaînes nationales. Ce qui n'est pas le cas, mais après je peux comprendre la position de MySport, ceux qui ont gagné le contrat, et je peux les comprendre aussi qu'on n'a pas trouvé d'accord avec la SSR. Ouais. Peut-être que Laurent Perroton a encore quelque chose à préciser peut-être sur le sujet. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est vrai que la meilleure des choses qui soit, c'est qu'il y ait une collaboration entre le privé et le service public. Alors, quand Massimo Lorenzi dit, de toute façon, vous verrez, le hockey sur glace va revenir chez nous, il a raison, parce qu'un jour ou l'autre, ça va revenir. Simplement, aujourd'hui, il a un petit peu
le rôle, il est un peu battu et il a surtout un discours de mauvais perdant. Et c'est surtout ça qui est gênant. Mais c'est vrai que quand il dit que le hockey reviendra sur les chaînes de service public, j'en doute pas un instant non plus. Il a raison, mais il faudra peut-être composer également avec les privés. En tout cas, c'est un peu... Philippe, et voilà. Le problème, c'est pas ça. Ce que je viens d'expliquer, c'est pas ça. C'est que quand il a les droits, en l'occurrence, c'est le cas pour les championnats du monde, regardez ce qu'il en fait, ces droits. Ouais. C'est ça qui est désolant. Ouais, 1h10 d'émission sur la télévision allemande, 40 minutes, et à la Suisse romande, on a eu l'hymne national et rien. On n'a pas eu d'interview, rien. Pas de plateau. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui nous reviennent à nos oreilles de par les collègues. Il y a quelques indiscrétions et tout. Il faut aussi savoir que comme ils ont perdu les droits du hockey suisse, le hockey sur glace n'est plus devenu une priorité pour la RTS. Et du coup, finalement, il joue son rôle de patron. Lorenzi dit à ses journalistes, surtout n'en faites pas trop sur le hockey parce que c'est plus notre produit majeur. Et du coup, ça déplaît fortement aux hockeyeurs et c'est normal. Et c'est aussi une décision finalement politique, mais aussi liée à l'obtention ou non des droits. Mais je ne trouve aucune excuse, qu'on soit bien d'accord. Moi aussi, j'estime qu'on pourrait en faire un petit peu plus. Mais enfin, voilà, ça c'est la loi les lois commerciales, on dira, du milieu du hockey sur glace. Mais ça ne s'appelle pas SSR idée suisse ou un truc du genre? Oui, ouais, c'est vrai. On n'a pas les mêmes idées. Un petit peu délicat pour moi aussi de m'exprimer sur le sujet. N'oubliez pas que je suis un ancien de tout, du privé, du service public et tout. Et je connais assez bien quand même les problèmes d'un côté et de l'autre. Et je peux vous dire que c'est pas évident du tout, avec en plus trois langues régionales, etc. C'est compliqué. Bien, messieurs, voilà pour ce début d'émission qui était déjà assez musclé, c'est bien. On va peut-être nous intéresser maintenant à notre invité, Philippe Rigamonti. Ensuite, on aura peut-être encore 2-3 questions. Et puis, bien évidemment, on parlera des matchs de l'équipe de Suisse. Alors, Philippe Rigamonti, vous nous dites très précisément, parce qu'il a fallu un petit moment, je me suis adressé au service de presse de Genève Servette quand j'ai eu vent, disons, de votre départ. Je voulais savoir quelle était exactement votre fonction à l'époque, on va dire ça comme ça, et on a eu un peu de peine même à me donner une réponse que finalement j'ai trouvée sur le communiqué de Genève Servette lors de votre engagement dans votre dernière tâche il y a quelques années. Donc c'était déjà compliqué de trouver votre fonction. Alors maintenant, dites-nous très précisément, que faisiez-vous à Genève Servette? Alors, j'étais directeur commercial jusqu'en 2019, jusqu'au départ de Christophe Stucki. Ensuite de ça, je suis devenu directeur administratif. Et quand on est passé sous Genève Sport, juillet 2021, je suis passé directeur pour Genève Servette, pour la Ligue, la ville, le canton, Champions League et tout ça. Et directeur commercial du groupe Grenat, foot, hockey, rugby, foot féminin. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Vous en étiez conscient? J'en étais conscient. En fait, ils t'appelaient tous chef, quoi, en gros. Pas du tout. Je pense que ceux qui me connaissent, sincèrement, oui, je sais. Ceux qui me connaissent, c'est pas du tout mon style. Et je dis toujours, et je l'ai encore dit mardi dernier, je suis personne irremplaçable dans la vie. Et puis, des irremplaçables, il y en a plein au cimetière. Et puis, voilà, je pense que j'ai toujours donné 120% de moi-même durant ces 14 ans. Voilà, puis j'ai connu des hauts et des bas dans ce club avec ce qu'il y a eu sur l'histoire de Genève Servette sur les 14 dernières années. Ouais. Alors, je vais vous laisser surtout un entretien avec Christian Pontier puis avec Laurent Perroton, qui vous connaissent mieux que moi. Mais j'ai quand même, et on l'a dit, on est bien conscient que quand ça se passe pas très bien, la fin d'une collaboration, il y a certaines clauses de confidentialité. Donc, on ne va pas essayer de vous tirer les verres du nez, mais ça veut dire qu'à un certain moment, eh bien, Genève Servette, le sportif n'allait plus avec le commercial, on peut dire ça comme ça? Alors écoutez, au niveau sportif, sincèrement, j'avais aucune décision à dire, à faire. C'est tout géré par Marc Gaucci et par le staff sportif et le conseil d'administration du GSHC. J'avais aucun impact sur la décision sportive et heureusement parce que voilà, c'est pas à moi de mêler de ça. Moi, j'avais un impact sur la direction du club jusqu'en juillet 21. Donc la stratégie, tout ça, ce qu'il y avait sur la communication, sur les ventes et tout. Et puis ensuite de ça, quand j'ai rejoint le groupe Genève Sport, effectivement, je devais faire du commercial pour tout le groupe. Et en fait, ma raison, elle est claire. Et c'est comme je l'ai dit, je l'ai mentionné, je ne suis plus en accord avec la gouvernance de Genève Sport du groupe.
Et effectivement, voilà, en fait, c'est ceux qui me connaissent, ils voyaient bien que je commençais à être malheureux et puis que j'arrivais plus, voilà, je peux plus, voilà, si je suis pas d'accord avec quelqu'un ou avec mon employeur qui me paye, donc je peux pas parler mal de lui, puis ensuite de ça, rester dans la structure. Donc voilà, la décision a été prise mardi et on va dire, et tout le monde connaît ce terme d'un commun accord. Donc, d'accord. On a mis fin à mon contrat de travail. Mais la marque Genève Servette est une marque forte, alors qui n'est peut-être pas exploitée comme vous l'aimeriez. C'est ça, alors après, on n'a pas les mêmes visions. Voilà, c'est des gens qui viennent pas du monde du hockey, il y avait du monde du foot, du monde du rugby, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent du monde du marketing, il y a des consultants qui arrivent. Donc voilà, on avait cette marque qui a été créée après sur 10 l'histoire du Genève Servette. Moi, je dis pas, c'est pas uniquement grâce à la fondation actuellement que Genève Servette est champion suisse. C'est grâce au groupe Anschluss, c'est grâce à Chris Maxorley, qu'on aime ou on n'aime pas, c'est grâce à Kennec, qu'on aime ou on n'aime pas, c'est quand même lui qui mettait l'argent dedans. Il y avait Chris, il y avait You, après il y a eu aussi Stucky, il faut laisser la patte de Stucky. Et puis ensuite de ça, il y a tous les gens qui ont travaillé là depuis des années. Et puis surtout, si on en revient pour ce titre, la patte de Marc Gauchi. Je suis tellement content de l'avoir fait venir à Genève, parce que voilà, c'était quelqu'un que j'avais sympathisé avec lui, c'était un ami. Et puis quand il était entraîneur assistant des U20 à Ambry, il m'a lancé un petit coup de fil en me disant, voilà, est-ce qu'il y a un poste sur Genève? Puis c'est vrai qu'il a commencé à être U17 à Genève, je crois que c'était avec Igor, puis ensuite de ça, il a gravi les échelons. Mais si on est champion suisse, c'est pas uniquement grâce à l'argent de la Fondation 1890, c'est grâce à tous ces enchaînements d'événements depuis toutes ces années, avec une équipe construite par Marc Gauchi et Yann Cadieux depuis qu'il a repris l'équipe. Et c'était un pulse. Et ils ont fait une équipe qui était pour moi, qui avait la capacité de gagner ce titre. Alors, je vais vous laisser vous entretenir un moment avec Ponty et Perroton. Moi, j'ai une dernière question, peut-être un peu dérangeante, mais je vous la pose quand même, c'est un petit peu mon rôle. Souvent, quand on dit direction sportive, on pense patinoire. Quand on dit direction commerciale, on pense bureau, évidemment. La crise Maxorley, le contrat Maxorley, ça dépendait des bureaux. Quel journaliste, mais quel journaliste. Je dis que la question serait dérangeante, mais c'est vrai que est-ce que le cas Maxorley, c'est quand même c'est un gros dossier sur votre bureau? Alors, pas du tout sur le mien. Alors, je dis, c'est pas moi qui gère ça, c'est le propriétaire. Et moi, je suis en dehors de tout ça. Donc, je suis pas au courant où ça en est, où ils en sont. Je peux pas vous dire. Je sais pas du tout. J'ai essayé. À vous, messieurs. Ouais, moi, je voulais juste... Gamonti, c'est un ancien joueur, il sait esquiver, un ancien gardien, hein, il sait esquiver les tirs. Non, bon, déjà, je trouve que ce qu'il faut quand même relater, c'est que Philippe, c'est quand même un témoin assez particulier, parce qu'il est quand même un gars, justement, qui a bossé. C'était le dernier gars des bureaux qui avait travaillé avec Maxorley, il faut le dire. Donc, en plus d'être genevois, d'avoir fait ses juniors à Genève, on a joué en junior et tout ça. Je disais toujours que c'était pas seulement un gardien de but, c'était aussi gardien du temps. Et à quelque part, est-ce que de cause à effet, des fois, quand on est là trop longtemps, qu'on sait trop de choses, puis qu'il y a des nouvelles personnes, au bout d'un moment, on peut déranger. Et tu parlais des problèmes qu'il peut y avoir. Regarde ce qui s'est passé avec Sender son foot. C'est un peu le même type de communication dans le dossier. Alors, je pense que le problème, des fois, et puis là, je parle que pour moi, je dis bien, des fois, quand tu sais trop de choses, tu es là depuis longtemps, tu peux aussi parfois déranger par rapport à des idées nouvelles. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que Riga, c'est un sacré témoin de toute cette période. Et je trouve vraiment juste ce qu'il dit. C'est qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas la touche finale qui fait qu'aujourd'hui, Servette est devenu champion. Il ne faut pas oublier justement les années Chris Maxorley. Je donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, il y a un gars, c'est Tanner Richard, qui fait la saison de sa vie. Et c'est qui allait l'engager à l'époque? Voilà. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner comme ça. Mais en tout cas, ce que je voulais juste dire aussi, c'est que moi, j'ai vu, pour donner aussi une idée de l'impact de la personne de Philippe, je ne suis pas super objectif parce que c'est un ami, puis voilà, mais il y avait une avalanche de remerciements, de commentaires sympas sur LinkedIn, mais je ne sais pas combien, je crois que tu dors mal à la tête de lire tous ces trucs. Enfin, ça fait du bien à l'ego, mais c'est juste pour dire aussi que je pense que, voilà, dans toutes les familles, à un moment donné, il y a des divorces, c'est OK, mais tu peux être fier de ce que tu as fait parce que moi, je veux dire une chose, c'est que chaque fois que j'entends parler de Riga,
c'est toujours en bien. Waouh! Allez-y, Philippe Rigamonti, une réaction. Merci, Christian. Écoute, c'est vraiment sympa. Et en plus, on a joué plusieurs années à Lausanne, au Star Lausanne ensemble. Donc voilà, je crois que j'ai joué 6 ans à Star Lausanne, mais pas toutes les années avec toi. Ouais. Donc voilà, mais effectivement, alors c'est ce que je disais, on est parti, j'avais besoin de partir mercredi matin, j'ai coupé, décollé à 6h du matin pour l'Espagne et puis rentré hier. J'ai reçu, et vous me connaissez, je ne suis pas marseillais, j'ai reçu plus de 240 messages entre WhatsApp, SMS, et puis je pense une 60aine de téléphones. Je continue à répondre, mais sincèrement, des messages super touchants d'anciens joueurs, voilà, j'ai encore eu avant Kevin Romeo au téléphone, je peux citer, Savary m'a fait un message, voilà, je lui ai dit, j'ai cru que j'allais chialer. Donc vraiment, vu qu'on pareil, voilà, je ne vais pas vous citer, Rivera pareil, je dis, j'ai reçu, et des joueurs comme Noah, comme Jacquemet, comme Simon, voilà, il y a plein de monde. Maintenant, moi, voilà, je ne me rendais pas compte de cet impact, parce que j'avais la tête dans le guidon, et voilà, je me dis, c'est super sympa pour moi, mais je te rassure, Christian, il y a plein de détracteurs aussi, on ne peut pas aimer tout le monde, donc il y en a qui me détestent, puis qui, voilà, mais voilà, j'ai eu, et puis même de la Ligue, des autres clubs, je dis des autres clubs vraiment, même des Suisses allemands qui m'ont envoyé des messages. Franchement, je suis touché, et voilà, puis c'est comme, c'est une page qui se tourne, et puis on verra ce que l'avenir va me prévoir pour moi. Mais c'est vrai que je ne voyais pas l'impact que j'avais avec la tête dans le guidon. Mais moi, juste rajouter un truc à ce que tu as dit au début. Moi, je me rappelle, d'ailleurs, c'est Mika Ngoy qui disait que tu étais Lausannois, tu n'aimais pas les Genevois parce que tu étais Lausanne-Genève, c'est déjà en junior, c'était un derby. Et en fait, la particularité que Philippe a avec, d'ailleurs, Antonietti, c'est qu'il a fait les 3/4 de sa carrière chez les Vaudois, parce qu'il a aussi joué à Yverdon, Première Ligue, etc. Et en fait, je me rappelle, Philippe, il a fallu 10 minutes pour se mettre dans le vestiaire. C'était le vrai Genevois, la grande gueule, mais tellement sympa. Tout le monde aimait bien. D'ailleurs, tu étais tout le temps avec Baragano, le papa d'Iñaki. C'était très proche. Moi aussi, d'ailleurs. Et il a une autre particularité. Il a aussi joué avec mon frère à Yverdon. Tu as joué avec deux frères Pontier. C'est vrai, ça paraît anodin comme ça. Aujourd'hui, il y a toujours des rivalités. Mais Philippe, c'était le Genevois, mais tout le monde l'aimait, quoi. Et je pense que dans le cadre du job, c'est pas un hasard si finalement tu as le respect des gars du métier, je parle des hockeyeurs, parce que c'est quand même rare de trouver un gars qui est dans l'admin d'un club qui sait de quoi il parle en parlant de hockey. C'est vrai que c'est vraiment très sympa. Et t'es toujours plein de bon sens, ça marche bien, quoi. Et Laurent Breton n'est que d'accord, évidemment. Alors, moi je vais faire un petit historique, mais déjà, on a une particularité tous les trois. C'est que moi, j'ai entraîné longtemps à Star Lausanne. Et puis, Christian et Philippe, ils ont joué à Star Lausanne. Et puis, c'est quelque chose qui nous rapproche parce que ce club a disparu. Et c'était un club vraiment particulier. Et l'ADN de ce club, c'était déjà la loyauté et la fidélité. C'est-à-dire que souvent, on avait des excellents joueurs dans ces équipes-là, mais qui jouaient pas pour l'argent. Ensuite, il a joué quelques saisons à Yverdon. Il a joué aussi en première équipe à Servette en première ligue. Puis après, il a fini sa carrière à Mérin, Trois-Chênes et Genève, Servette 2. Donc voilà. Et puis moi, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai rencontré Philippe, c'est surtout dans le cadre, quand j'étais entraîneur, mais surtout aussi dans le cadre de consultant TV ou radio. Et en fait, j'ai tout de suite accroché avec lui par rapport à sa joie de vivre communicative et puis aussi sa passion du hockey, en fait. Souvent, les gens que tu aimes bien, c'est des gens qui ont des similitudes et je les trouvais toujours très, très passionnés. Donc moi, voilà, j'avais quelques questions pour lui. Alors, ma première question, c'était quel est ton meilleur souvenir en tant que joueur? En tant que joueur, c'est d'avoir battu Genève Servette avec Yverdon en première ligue. Les anciens copains, on s'est battus. Voilà, ça, c'est un beau souvenir. Ouais, c'est un beau souvenir. Ouais, en tant que joueur senior, après voilà. Ouais, senior. Senior, voilà, oui, c'est ça. Après, j'étais tellement fier de tous mes copains de Servette contre qui j'ai joué avec Star Lausanne parce qu'ils étaient en première ligue, Genève Servette à l'époque. Ben voilà, avec Yverdon, ouais. On les avait battus à Yverdon 6-3, je me rappelle du score. Donc, c'est pas les années où il y avait Kaziki à Servette? Il y avait qui? Mike Kaziki qui jouait avec Servette.
Non, il y avait Calti, il y avait Hansberger, tout ça. Ah oui. Et puis chez nous, il y avait les ex-fribourgeois, Bucher, Mosima. Thévo, Fabrice d'ailleurs, ouais, c'est ça. Okay. Ensuite, j'avais une autre question. Ton meilleur souvenir, à part le titre, hein, évidemment, cette saison, ton meilleur souvenir en tant que dirigeant, un truc, un match ou un moment, ou même pas dans le hockey, mais ton meilleur souvenir qui te reste vraiment à l'intérieur, qui t'a vraiment marqué pendant ces 14 ans? Mon meilleur souvenir, là, si on parle sur les derniers mois, c'est ce fameux repas gala qu'on a organisé en octobre. C'est la première fois qu'on changeait de date. Et puis j'avais dit que je pense que ça serait bien de faire au mois d'octobre parce qu'à Genève, on faisait toujours en février. Puis si tu fais une saison, on connaît le public genevois, si tu fais une saison pas trop bonne, ben voilà, les gens viennent moins, participent moins. Voilà, on ne peut pas se comparer aux F-sessions. Et puis on l'a fait au mois d'octobre. Et franchement, on avait organisé, enfin voilà, c'était mon idée d'organiser, de retirer le maillot de Goran. Donc voilà, on présentait le maillot. J'avais demandé à Goran de venir. Et puis on avait dit qu'on retirait le maillot de Goran. Donc pour moi, c'est un magnifique souvenir. C'était avec les deux Vincent, deux artistes extraordinaires. Avec Huchot, ouais, à qui j'ai pu tisser un lien avec eux. C'était vraiment génial. Donc pour moi, et puis on a passé les 1100 personnes. Donc c'était le record aussi du repas de gala du Genève Servette. Donc voilà, dans les derniers mois, c'est un peu ça mon meilleur souvenir. Ah, avec le truc. Ok. Non, mais la dernière question, elle vient sur le titre. Comment tu as vécu, comment tu as senti en fait qu'à un moment donné, ça allait pouvoir le faire? En fait, au fur et à mesure, on se rencontrait quelquefois dans les matchs et puis on discutait après le match, comme souvent sur certains joueurs ou sur l'équipe. Puis je te disais que moi, je sentais quand même que c'était pas mal, qu'il y avait des possibilités. Et puis toi, à quel moment tu t'es dit, là, cette année, on a vraiment la possibilité d'être champion? Écoute, Laurent, toi qui me connais, et Christian aussi, j'ai passé plusieurs soirées avec Christian dernièrement. Moi, je ne suis pas, et tu peux demander à Marc Gauchi, pendant un moment, j'étais dans le même bureau que lui. Moi, je ne suis pas optimiste de nature parce que je préfère être pessimiste et puis de dire, au fond de moi, je ne serais pas déçu. Si on aurait dû perdre ce titre, et voilà, je serais été déçu, mais pas autant. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles des discussions, moi, j'étais toujours pessimiste. Je disais, tu vois, on a des blessés, voilà. Mais effectivement, au fond de moi, je disais que quand on a joué contre Zug, j'ai été suivre à Zug, à Genève, j'ai été suivre tous les matchs à Vienne. Intrinsèquement, l'équipe était meilleure que Vienne. Mais le hockey, ça joue 60 minutes, voire plus, il y a les prolongations. Mais au fond de moi, je sentais ce titre. Et on sentait toutes les gens à Genève qui pensaient tous au titre. Mais voilà, donc quand je l'ai senti, je vais te dire au 7e match, à la 60e minute. Mais tu sais, c'est intéressant ce qu'il dit, parce que nous, on s'est vus pour un anniversaire avant la saison. Et on a passé la soirée à parler. Et je me rappelle très bien, on a eu le même discours. Et moi, j'avais dit, moi ma crainte, c'est les gardiens à Genève. Parce qu'entre un gardien qui est très bon et qui se blesse, puis un gardien qui est fantasque, parce qu'en play-off, des fois, il fait des conneries. Et lui, c'est un ancien gardien. Il me dit, t'as raison, j'ai juste peur pour ça, autrement. Donc, c'est vrai. Donc, en fait, aujourd'hui, je pense que tu peux dire qu'il est, comme on dit, déçu en bien. Mais c'est vrai, c'est pas d'être négatif. C'est des fois d'avoir peur du pire, mais espérer le meilleur, évidemment. C'est un peu cette philosophie. Mais maintenant, on doit dire, les deux gardiens ils ont été extraordinaires. Magistrales. Ouais. Les Clous, les Robert, magistrales. D'ailleurs, il est au mondial encore maintenant, c'est incroyable. Et puis je dis, pour moi, sur la longueur, on a eu le meilleur duo de gardiens de la nationale. Ouais, c'est vrai. Non, et puis l'alternance était bien faite. Mais par exemple, ce qui est incroyable, c'est que je disais avant pour Tanner qui fait la saison de sa vie, et je pense que Mayer, c'est pareil. Et qui aurait dit en début de saison qu'à 33 ans, Mayer sortirait la saison de sa vie? Parce qu'il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'en début de saison, Mayer, il était backup. C'est vrai. Puis donc le backup de Genève, et puis Tanner, il était sur le 4e bloc en début de saison. Hein. Rappelez-vous. C'est beau le hockey quand même. Je ne voudrais pas troubler cette discussion très genevoise, mais on vous comprend, hein, profitez-en bien parce que je peux vous dire qu'à Lure, à Fribourg, à Lausanne, ils sont en train maintenant de se dire bon, on va pas supporter ces remarques à la française pendant encore très longtemps. Ah bah oui, il faut le dire, c'est en tout cas ce qu'on entend dans les autres patinoires. J'ai quand même encore une question à poser à Philippe Rigamonti. On a souvent parlé de Berne
place forte du hockey suisse de par sa patinoire, bien sûr, de par son organisation, de par la grandeur de l'organisation. Même chose avec Zurich. Est-ce que Genève aujourd'hui arrive gentiment à la hauteur des deux grands ogres du hockey suisse à tous les niveaux? Il vous manque la patinoire, vous me direz. Alors effectivement, il nous manque la patinoire. Après, au niveau budget, on n'est pas encore à leur hauteur. Au niveau budget club et sportif. Mais après, il ne faut pas oublier que dans des grandes patinoires comme ça, il y a quelque chose qui rentre en ligne de compte. Et comme à Fribourg maintenant, c'est tout ce qui est catering. Donc ça, c'est super important pour les revenus d'un club. Nous, on est quand même limité avec notre patinoire là-dessus. Mais je pense qu'on n'a rien à envier. Point de vue sportif, avec Marc Gauchi en tant que directeur sportif et tout le staff avec qui ils sont entourés, on n'a rien à envier à Zurich et à Berne. Après, c'est sûr, peut-être sur d'autres points, on est un peu inférieur, mais je pense qu'on récupère, enfin, le club Genève Servette récupère un peu le gap qu'on avait avec ces gros clubs. Mais comme vous avez dit, la patinoire, c'est un gros problème pour Genève Servette. Ça va changer la vie lorsque vous aurez le trèfle blanc. Alors, je ne peux pas vous dire. Alors, vu de l'extérieur, peut-être, maintenant, je suis sur la structure. Mais... Ah, vous aviez bien un business plan quand même. Vous aviez bien des projections sur plusieurs années. Ça, vous pouvez quand même en parler. Alors, c'est sûr qu'une nouvelle patinoire va faire du bien à Genève. Mais maintenant, elle est prévue. On espère que ça sera pour 2028. On espère pour Genève. Et puis tout ce qui est franco-valdo-genevois qui suivent le hockey. Mais oui, je pense que ça sera un plus d'avoir une nouvelle patinoire pour Genève Servette. Bon, messieurs, je vois que le temps passe très vite. On va quand même parler un petit peu de l'équipe de Suisse, si vous êtes d'accord. Et on va demander à Philippe Rigamonti vous étiez parti un peu en vacances, mais est-ce que vous avez quand même suivi un tout petit peu ce qui s'est passé et ces fameux 6 victoires en 6 matchs pour notre équipe nationale? Mais bien sûr que je suis. Il y a 3 Servettiens dedans. Non, mais je suis l'équipe nationale. J'ai mon cœur qui est suisse et ça serait génial que la Suisse remporte ce championnat du monde. Mais le parcours est long. Mais franchement, sur les premiers matchs contre le Canada, mais sur les 2 derniers matchs, Canada et Canada-Tchéquie, ça c'est franchement la Suisse jouait très très bien. Alors après, moi je suis moins spécialiste que Laurent et puis que Christian, mais voilà, j'ai pas tout regardé les matchs, j'ai regardé un bout du Canada hier soir, un bout de la Tchéquie. Mais sincèrement, l'équipe de Suisse est solide, elle est complète, elle a des bons gardiens. Défensivement, il joue juste. Devant, il a des blocs équilibrés. Hier, il a fait un petit ajustement avec ses blocs. Je ne sais pas il me semble que oui. Donc voilà, je pense que ça c'est le niveau du hockey suisse est top. Déjà, cette année, la National League, pour moi, le niveau a pris, je pense, 1 ou 2 gaps de plus. Et puis l'équipe nationale, avec tous les joueurs qui jouent en Amérique du Nord, c'est des joueurs d'impact dans leur club. Donc je pense que, voilà, allez, on croise les doigts, puis on se dit, on va aller en finale. Mais le quart de finale risque d'être Suisse-Allemagne. Allemagne. Les dernières années, on n'a pas été bon contre eux, mais on croise les doigts. Bon. Imaginez, on va saluer. Je m'adresse maintenant aux 2 spécialistes. Là, quand tout à l'heure, je parlais d'une équipe de Suisse stratosphérique, en mettant quand même quelques bémols, Laurent Perroton. Alors, déjà, on va aller dans l'ordre. Déjà, on va commencer. On a parlé du championnat suisse et de la qualité du championnat qui ont fait monter aussi les joueurs suisses. On a parlé la semaine dernière qu'on avait quand même 16 joueurs estampillés NHL ou AHL qui avaient évolué dans ces ligues-là et qui aujourd'hui jouent encore en NHL ou en AHL ou dans le championnat suisse. Juste pour un petite info, sur les 8 premiers buteurs du championnat du monde, on a quand même 4 joueurs étrangers qui ont évolué dans le championnat suisse. Donc Kubalik qui est numéro 1, Cervenka qui est numéro 2, Tom Ernest qui est 6e et Ehlers qui a été formé en partie à Bienne qui est 8e. Donc ça veut dire aussi que dans la qualité des étrangers en Suisse, on a de la grande qualité. Maintenant, pour revenir à l'équipe de Suisse, évidemment, les 2 matchs du week-end étaient très importants, c'était des bons tests. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les ajustements, justement. Christian a donné le casque d'or au sélectionneur et je veux revenir là-dessus sur les ajustements. Je trouve que, moi, je vous avais dit, le problème, c'est que mettre Ischier avec Malguin et Fiala, ça a annihilé un petit peu la qualité de ces 3 joueurs. Et en fait, il n'y avait pas le travail de l'ombre parce que tout le monde veut le puck et tout le monde est très fort avec le puck, à part Ischier qui le donnait un peu plus, les 2 autres le portaient trop. Donc finalement, en regardant les lignes, de mettre Ischier au milieu de Corvi et Niederreiter, c'était une très bonne idée. Et puis surtout, en bulle,
qui va toujours jouer pour l'équipe et qui va faire le travail obscur, avec Fiala et Malguin, a amené aussi des choses très importantes, et puis il a marqué des goals très importants. Mais moi, là où j'ai été vraiment très impressionné, c'est le powerplay. Le powerplay, pourquoi? Parce que il a fait 2 powerplay identiques avec des rôles bien définis. On a Ishier qui est playmaker du powerplay, et sur le deuxième powerplay, on a Corvi. À la ligne bleue, on a changé. On a mis, je vous avais parlé de Koukan qui était un petit peu en dents de scie. Koukan, on l'a basculé en deuxième powerplay. On a mis surtout Leffel sur le premier powerplay. Et là où il a changé les choses, c'est que Niederreiter se retrouve bumper du premier powerplay. On a mis As, qui est le pivot devant la cage, mais c'est surtout le joueur le plus important dans les powerplay modernes, qui est capable de bouger, de donner des solutions. D'aller derrière aussi. D'aller derrière, de récupérer les pucks, qui est très vif. Et on a mis Fiala, qui est pas sur son bon côté, mais qui a un shoot du poignet magistral, qui est le buteur du powerplay. De l'autre côté, on a mis Malguin, qui est même poste que Fiala, qui est le buteur du powerplay. On a mis Miranda devant la cage, qui est un peu moins mobile, mais qui prend plus de place, en bulle, en bumper, et puis ça a très bien marché. Et surtout, la relation Corvi en bulle. Corvi est vraiment le playmaker, et la relation avec en bulle, et ils arrivent à trouver des solutions, soit en bas, soit en haut, soit au milieu. Et du coup, quand on a fait tourner un petit peu le box, on la décale à Malguin pour son shoot. Donc là, on a vraiment 2 powerplays excellents. Et je crois que ça peut être le système de powerplay avec les alternatives qui vont peut-être faire gagner la Suisse. Maintenant, si on prend un petit peu les statistiques, on est 2e au niveau de l'efficacité sur le scoring avec 13,90, 6e powerplay avec 30%. En box-play, on a pris 2 goals hier, on est descendu à 75. Efficacité offensive, là c'est assez impressionnant, hein. On a concédé que 108 shoots en 6 matchs, ça veut dire que c'est 18 shoots concédés par match. Donc avec la qualité de nos gardiens, on est 11e au niveau des pénalités. On a une moyenne de 5 minutes de pénalité par match. Pour les meilleures équipes, c'est 4 minutes. Il faudrait descendre un petit peu ça pour les quarts finales. Et puis après, à titre individuel, si on regarde les face-off, on est 2e du championnat du monde. C'est Tanner Richard avec 66,10. 6e Nico Ishier, donc très important, 63,04. Et les gardiens, Leonardo Giannoni, 2e du championnat du monde avec 96,61%. C'est tout simplement exceptionnel. On parle beaucoup d'ambule, mais Giannoni, j'aimerais bien savoir ce qu'il mange. Et puis, en 10e position, Robert Mayer avec pratiquement 92%. Donc, on est à tous les secteurs de jeu, on est pas mal. Quand on regarde aussi le line-up défensif, il a alterné des joueurs rugueux, un peu moins talentueux techniquement, avec des joueurs offensifs. Donc, les lignes sont très, très équilibrées. Ria, qui est venu en 12e avec Saint-Teller, ça alterne aussi. C'est vraiment très, très solide, et j'espère que cette année, ils vont remporter le championnat du monde. Ben voilà, là, je crois qu'on a un panorama complet, en tout cas au niveau statistique. Vous nous dites avec des mots de chez vous, Christian Ponty, pardon. Excusez-moi. Non, déjà, j'avais dit que j'avais trouvé que Cher avait fait des choix intelligents. Déjà, truc tout bête, mais il a mis Mayer contre la Tchéquie, la Slovaquie. Tu peux pas faire mieux, c'est très intelligent. C'est ce que c'est, hein. Robert Mayer jouait les Tchèques et les Slovaques. Bah, il a fait 2 gros matchs. Il est malin. Ensuite, moi, j'ai trouvé très fort le fait d'avoir mis en bulle. En bulle, c'est un gars, tout le monde veut jouer avec. Et du coup, comme par hasard, il n'y a plus de problème entre la liaison Fiala et Malguin. Tu peux pas. C'est un gars, il ferme sa gueule, il bosse. Donc, automatiquement, lui, il fait le travail pour les autres. Et comme par hasard, c'est lui qui est récompensé. Moi, ce que j'ai aussi constaté, c'est que Fiala, il a compris. Fiala, il est plus comme les 3 premiers matchs où il a absolument marqué son goal. Il a compris, il est au service de l'équipe. Après, on va peut-être parler aussi de ce qui s'est passé avec Malguin, mais il est frustré, c'est juste ça. Parce que globalement, il n'a pas fait un mauvais match, Malguin, mais voilà, le problème, c'est que tout ce qu'il faisait, ça marchait bien contre les 3 premières équipes. Et maintenant, on joue contre des plus grosses équipes, et c'est pour ça qu'il n'est peut-être pas dans les 2 premiers blocs en NHL. Et voilà, tout simplement, c'est comme les autres années, les 5 premiers matchs, il va être là, mais quand c'est plus dur, si Malguin se met au service de l'équipe, ça marchera. Et je pense que la meilleure chose qu'il pouvait faire, c'était de le mettre avec un bulle, parce que quand tu es en bulle, tu fermes ta gueule et tu joues le mot. L'autre chose, alors, ce qui est la ligne qui cartonne, pour moi, c'est Ishier. Juste entre nous, vous avez vu le café crème qu'il a mis à Queen, là. Mais alors, ça, quand on dit, on en parlait l'autre fois avec Laurent, quand tu vois les gars de NHL qui sont très bons sur les petits espaces, un revirement, les gars, et en fait, on peut dire que Malguin en fait, mais
Ischier le fait avec la sobriété qu'il faut. Et lui, au final, il se retourne, il shoot, il marque. Alors, il c'est un plus gros bonhomme, mais en tout cas, je trouve que tous ces choix-là, ils sont judicieux et je trouve que c'est très important. Ensuite, je vais quand même relater la belle histoire de Riyad parce que, je veux dire, ça, c'est aussi la force de Fischer, c'est qu'il utilise tout le monde. Et on s'était dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Il a trop de centres, machin. Il a trouvé des solutions. Corvi Allen, ça marche. Pourquoi? Tu joues avec Niederreiter et Ischier. Tu fermes ta gueule. C'est des bons gars, c'est des grisons ensemble. Alors, tout ça, c'est un enchaînement. Mais je trouve que tout ça, c'est quand même à la base parce qu'il y a des choix de Fischer forts. Et on va y revenir. Laurent parlait la dernière fois de Fischer dans des moments coachés comme un porc. On est bien d'accord. Il a benché Malguin, mais il ne va rien se passer. Parce que je suis sûr qu'il est allé lui dire, écoute, t'es trop énervé, on va finir le match sans toi, le prochain match, tu seras sur la glace, et c'est ce qui va se passer, mais il le gère intelligemment. Parce que c'est quand même un peu des stars, hein. Tu marches sur des œufs. Et moi, je trouve qu'en tout cas, ce qui est vraiment flagrant pour moi, c'est comment il a été intelligent, il a bien géré Fiala et Malguin. Et ce qui marche très bien, c'est que Fiala et Malguin sont plus sur le pipi, ensemble. Il fallait les séparer, parce qu'il fallait 2 pucks pour ces 2 gars. Et regardez, comme tout d'un coup, avec Ischier à droite, comme le powerplay est fluide. Et n'oubliez pas une chose, on a encore un joker. Janis Moser ne joue pas les powerplays. Et on sait très bien qu'il est capable de faire le job. En NHL, il est blue liner. Donc, ça veut dire que cette équipe de Suisse, elle a plein d'options. Ça fait très plaisir à voir. Et encore une fois, je finis après avec Laurent, ils ont fini les derniers sheets avec le 4e bloc. Pas beaucoup d'équipes qui finissent avec son 4e bloc sur la glace. Il marque un goal magnifique. Et là, j'ai une petite anecdote pour notre ami Ducaro. J'ai beaucoup aimé quand Ria, il a fait sa passe, il a sauté à la Jean Lucier comme aux Augustins avec les pieds. Je pense qu'il a pensé à toi, Philippe. C'était pas possible, mais c'était très sympa à voir. Mais voilà, ce qu'on voit aussi, et il y a eu un monstre gros plan entre Niederreiter et Handbull. Ils sont tous contents. Ouais. Laurent, je vous ai vu réagir quand on a évoqué le powerplay. Ouais, je réagis parce qu'en fait, Philippe Rigamonti a parlé de la construction d'un club. La construction d'un club qui arrive finalement à un titre. C'est des différentes personnalités qui ont amené chacun quelque chose. Et finalement, au bout de ces choses-là, il y a un titre. Ben là, l'équipe de Suisse, pour moi, c'est un peu la même chose. Et quand on met Malguin, par exemple, un petit temps sur le banc, je ne sais pas si vous vous souvenez des débuts de Fischer, il y a beaucoup de joueurs qui refusaient les sélections et ils ont été mis de côté. Et on a tout de suite montré à tout le monde que venir en équipe de Suisse, c'était un honneur. Et si tu rentrais pas dans les clous, tu allais avoir des problèmes et tu allais sans doute pas porter le maillot de l'équipe de Suisse. Et aujourd'hui, tout le monde veut venir dans l'équipe de Suisse et surtout, tout le monde veut y rester. Et pour cela, Fischer, il a fait un gros travail en amont. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que l'équipe, elle a maturité parce que lui, dans son expérience de coach, son staff, dans son expérience, la qualité des joueurs, le prime des joueurs et tout ce qu'il a construit avant dans le conflit qui amène aujourd'hui à avoir des résultats. Et c'est pour ça que je pense que cette année, je pense que l'équipe de Suisse a vraiment des possibilités d'être champion du monde. Ça passera par un gros quart de finale. On en a parlé avant, Philippe en a parlé avant, avec sans doute l'équipe d'Allemagne. Mais ma foi, si tu veux être champion du monde, tu dois gagner contre tout le monde. Mais par contre, on a de la qualité à tous les niveaux et tout le monde est dans le même moule. Tout le monde a le même objectif. Et c'est ça qui faisait la différence auparavant. C'est que des fois, on se rappelle de Timo Meyer qui était venu au championnat du monde, qui avait fait des chiffres d'une 30, qui exagérait, qui pensait qu'à marquer. Et là, on a l'impression que ce genre de choses, on le voit plus. Et c'est peut-être ça qui va faire la différence. Je me tourne un petit peu vers l'avenir maintenant, parce que déjà le temps passe très vite. Et avant les quarts de finale, la Suisse est certes déjà qualifiée, mais on a quand même le match contre la Lettonie. Et j'ai envie de vous demander, idéalement, quel serait le résultat, disons, acceptable pour l'équipe de Suisse? Est-ce que finalement le fait d'avoir gagné 6 matchs, ça ferait du bien peut-être d'avoir peut-être une petite remise en question, de retourner un peu les pieds sur terre et d'être vraiment accroché par les Lettons, en plus devant leur public, ou bien est-ce qu'il faut rester sur cette lancée ultra positive? Ça serait quand même incroyable que l'équipe de Suisse gagne ça fait 7, 8, 9, 10 matchs de la compétition, quoi. Il ne faut pas non plus trop en demander. Je sais pas, quel est votre sentiment là-dessus? Moi, je veux déjà dire une chose. Déjà, premièrement, les 2 derniers matchs, c'était pas les mêmes que les autres. On s'est rendu compte que moi, ce qui me plaît dans cette équipe de Suisse, c'est qu'elle a des solutions à tout. Là, par exemple, on a vu contre les Canadiens, dans le jeu physique, ils n'ont pas été embêtés. Dans la vitesse, ils ont surpassé les Canadiens, dans la transition aussi.
Alors, tu as 3 armes énormes quand tu peux jouer sur ces 3 niveaux-là. Et puis, en fait, tu as des lignes qui sont pas pareilles. Tu as des lignes qui sont faites pour défendre, mais en même temps qui restent offensives. Moi, il y a un truc qui m'a frappé, je sais pas si vous avez vu, contre le Canada. Il y avait Milan Lucic. 1m90, 300 kilos. Et c'était un tank, il avançait pas. Et voilà. Alors, Laurent disait la fierté de venir jouer avec l'équipe de Suisse. Moi, j'ai lu les commentaires des entraîneurs pour essayer de convaincre des gars de NHL. C'était, les gars, si vous venez jouer 7 matchs, j'avais une chance de gagner un titre. À l'époque, on disait que les gars, ils avaient la feuille de c'est bon, ils jouaient bien. Ça suffit pas. Là, on voit clairement, ça suffit pas. Et moi, j'ai trouvé que, après, les Tchèques, c'est une bonne équipe. C'est une équipe physique et tout, mais comme l'a très bien dit Laurent, ils ne sont pas embêtés dans le jeu physique. C'était un gros défaut à l'époque. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y a clairement un gars comme Niederreiter qui est un leader. Et regardez, il ne s'énerve jamais parce qu'il avait de quoi péter les plombs 50 fois. Jamais. Et moi, j'ai constaté un truc. J'ai dit, la Suisse, c'est pas la même. Il y a 3 joueurs qui fait que quand ils sont là, c'est différent. Il y a Niederreiter, il y a Josi et il y a Ishii. Quand ces 3 gars-là, ils sont là, c'est pas la même Suisse. Alors, il manque Josi. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'en tout cas, ces gars-là rendent vraiment la Suisse meilleure et ça se voit. Parce qu'il y a Josi et il y a Ishii. Ils ont des impacts à leur niveau chacun, mais ça se voit vraiment. Bon, Philippe, je vais faire plus court, je vais répondre à votre question. Et la question, c'était savoir s'il fallait gagner contre l'équipe de Lettonie. Moi, je pense que c'est un bon test parce que c'est une équipe moins forte sur le papier, comme l'équipe d'Allemagne, qui va jouer avec beaucoup de fierté, beaucoup d'intensité devant son public. Et du coup, ça pourrait être un genre de remake et un genre de match qu'on va retrouver en quart de finale, si c'est les Allemands ou les Danois, avec un 1-2-2 qui t'attend zone neutre, qui attendent les mauvaises passes pour te contrer. Donc, va falloir trouver des solutions pour passer ce zone neutre et mettre de l'intensité au niveau du pressing pour les embêter, récupérer des pucks, les faire travailler longuement dans la zone défensive. Donc, moi, je crois que ce match est très, très important pour la confiance et aussi pour préparer le quart final. Donc, du coup, j'espère voir une équipe de Suisse conquérante et qui garde la confiance et qui prépare son quart final. Ouais. Je vous pose la question parce que on a évoqué déjà depuis le début de cette émission, alors il nous reste 3 minutes, il va falloir faire vite. On a évoqué quand même depuis le début de cette émission plusieurs fois ce quart de finale et tout à coup, je ressens déjà à nouveau la prudence suisse. On domine depuis le début du championnat, ce championnat du monde, on archi-domine le groupe avec l'équipe de Suisse. Alors attention, là, tout à coup, on arrive en quart de finale, mon Dieu, et là, rien qu'à entendre des discours, on perd déjà confiance. Ça, c'est parce que c'est des matchs, tu as tout à perdre, tout simplement. Je veux dire, sur un match, tu peux tout gagner ou tout perdre. Et c'est dans l'autre sens, c'est pareil. Les Allemands, ils ont pas fait un bon championnat, ils battent les Suisses, c'est les rois. Donc, la Suisse a plus à perdre qu'à gagner par rapport à ses adversaires. En fait, les Allemands qui sont quasi miraculés, 3 matchs 0 points et qui maintenant viennent d'aligner 3 victoires. Le Danemark, ils peuvent encore leur passer devant. La France, Laurent Perroton, je suis désolé, mais voilà, le momentum aussi va compter beaucoup. Et je me demande si le momentum helvétique n'est pas un peu long en ce moment. Non. Non. S'ils jouent l'équipe d'Allemagne avec leur vitesse et ils vont gagner, moi je reste persuadé. Mais ça va être physique. Ça va être physique, mais ça va préparer. Mais surtout, il y a les joueurs sont à leur prime. Il y a des leaders offensifs, des leaders défensifs. Les gardiens sont chauds. Donc moi, j'ai pas d'inquiétude et je crois que l'équipe a pris de la maturité. Vous savez, vous apprenez dans les échecs à gagner. Et il y a eu des gros échecs, notamment en quart finale avec cette génération-là où on avait fait déjà des gros championnats du monde. Une année sur deux, on faisait des choses moyennes. Et là, je pense que cette année, c'est tout au vert pour la Suisse. Ouais. Il n'y a pas en jouant sur une jambe, je précise. Ouais. Philippe Rigamonti tout à l'heure disait qu'il n'était pas trop confiant, il voulait pas trop montrer sa confiance envers Genève Servette. Il a en tout cas beaucoup plus pour l'équipe de Suisse, puisque celui-ci pense que l'équipe de Suisse peut être championne du monde. On lui demandera peut-être encore une réaction pour la fin de l'émission quand il reviendra, parce que je vois que la ligne a de nouveau été coupée. Alors messieurs, il nous reste quelques secondes, on va dire, pour aborder un tout dernier sujet. Il y a encore quelque chose qu'on doit absolument évoquer aujourd'hui? Moi, je voulais parler un petit peu de l'équipe d'Autriche, rapidement. Mais dans l'équipe d'Autriche, on a quand même Roger Bader, qui est l'entraîneur suisse, et puis Arnaud Delcourteau, qui est son assistant, qui est venu pour les championnats du monde. Et aujourd'hui, ils ont un match décisif ce soir à 19h20 contre la Hongrie. Et en cas de défaite, l'Autriche est reléguée. Donc, c'est vraiment un gros coup dur
un gros coup dur pour l'équipe pour la nation et avec une génération quand même qui a eu des belles années. Donc vraiment impatient de voir ce match ce soir. Bah voilà, ça sera le match vedette, on va le dire. Parce que la lutte contre la relégation, elle est toujours aussi assez intéressante. La Slovénie a été relayée, mais c'est pas vraiment une surprise non plus. Hein. Il y avait quand même une certaine différence entre toutes les formations. Bon, mais si on va en rester là, moyens électroniques un peu spéciaux encore une fois, quelques problèmes de connexion, mais nous étions, on va le dire, dans 3 pays différents pour réaliser cette émission que vous retrouverez encore évidemment. Qu'on retrouvera encore régulièrement, je vous l'ai dit, à l'occasion de ce championnat du monde. Une dernière précision, Laurent, puisque vous montrez le doigt. Oui, non, mais vous parlez 3 pays, mais vous êtes où? On peut le dire où vous êtes? Je suis en train de faire de la formation continue au plat pays. Au plat pays. Moi, j'avais une dernière question. C'est vrai qu'en Belgique, oui, mais en Belgique, Internet, on sait que c'est pas encore au point, donc c'est normal qu'on ait des problèmes de connexion. Hein. Moi, j'avais une dernière question pour notre invité, Philippe. Oui, allez-y. J'ai vu sur LinkedIn, pas sur LinkedIn, sur Elite Prospect, que tu fais 1m73 et 72 kilos. Je suis sûr que tu n'as pas changé. Alors, tu sais, avec tous ces derniers mois compliqués pour moi, j'ai perdu du poids. Donc là, je vais profiter de me refaire un peu, de reprendre du poids. Et puis, je voulais te remercier parce que, tu sais quoi, j'ai plus ouvert mon LinkedIn depuis mardi. Et puis, je ne sais pas combien de messages j'ai, mais je vais le faire. Donc, je vais prendre le temps de répondre à tout le monde. Merci. Je ne savais pas qu'il y avait des messages sur LinkedIn. Ouais, t'en as le pété, mon gars. Prigamonti, vous allez évidemment rebondir rapidement, si possible, dans le milieu du sport. Écoutez, j'en sais rien. En fait, ce qui était très, très sympa et je dis toujours touchant parce que voilà, je suis quand même quelqu'un d'humain et puis je fais toujours attention aux autres. Déjà, mardi après-midi, les premiers téléphones, c'était pour me proposer du travail. Donc, mercredi, pareil, mais c'est ce que j'ai dit. Je suis payé plusieurs mois. Je vais prendre le temps de réfléchir. C'est sûr que j'adore le sport. Est-ce que je vais continuer dans le sport, dans le hockey ou autre chose? Et voilà, donc je ne sais pas. J'ai reçu un peu des offres, ça soit de reprise de boîte, de sportifs, des assurances. Je sais pas. Sincèrement, là, c'est tôt. Si on me dit il faut retourner dans un club, peut-être que j'irai volontiers. Donc, je sais pas. On verra. Ah bah oui, on verra. Finalement aussi, nous on dit souvent, et ça sera dans la conclusion de l'émission, on dit que le hockey sur glace c'est bien, mais le hockey sur place c'est mieux. C'est mieux. Et encore à retrouver sans aucun doute, c'est de pouvoir vivre de l'intérieur votre passion pour le hockey sur glace, Philippe Prigamonti. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Ça a été très sympathique de nous accorder ce bon moment. Et on vous souhaite une belle suite dans votre carrière qu'on ne doute pas fructueuse, comme vous l'avez démontré depuis déjà de nombreuses années au sein de Genève Servette notamment. Merci Philippe Prigamonti. Merci à vous. Au plaisir alors. Merci. À bientôt. Bientôt. Merci à Laurent Pirotto. Merci à Christian Ponty. Bye bye. À bientôt. Mot de la fin. Merci. Ouais. Et vive l'équipe suisse mondiale.